Chers téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regard. On va parler une nouvelle fois de l'actualité en Algérie et à l'étranger. On va parler un peu d'histoire en même temps, mais comme souvent dans cette émission, on va parler aussi essentiellement de la politique algérienne à destination de vous les téléspectateurs de Berbère Télévision. Pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir un militant politique, un chef de parti connu en Algérie depuis de longues années, qui a repris le flambeau d'un parti créé par une personnalité historique et politique de l'Algérie indépendante, Ferida Malek. Donc je reçois le professeur Belkacem Sahli, bonsoir. Bonsoir, merci Donc pour secrétaire l'invitation. général de l'Alliance nationale républicaine, ancien ministre, ancien député, actuellement prof universitaire. On va parler d'abord de l'actualité en Algérie et un peu dans le monde, de programmes et de propositions de son parti, donc l'ANR, qui fait partie de ce qu'on appelle communément le courant démocratique. Et on va finir par parler un peu d'historique de ce parti, parce que c'est un parti quand même qui est né dans des conditions un peu particulières, au début des années 90, créé par le feu Reda Malik Allah yarhamou, et qui a un parcours atypique dans l'opposition, mais sans être véhément, sans être dans la radicalité, comme c'est le cas d'autres partis politiques. Donc, bonsoir, M. Sahli. Bonsoir. Je vous poserai une question un peu générique au début. Comment est-ce que vous êtes en train de, enfin, vous percevez la situation politique en Algérie de manière générale, avant d'aller dans les détails sur le plan politique et économique? Merci encore une fois pour l'invitation. En réalité, il faut un peu peut-être se replacer dans le contexte politique, le contexte de ce qui s'est passé depuis 2019, donc depuis le Hirak. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler une crise politique, d'autres l'appellent une autre appellation. Il y a eu bien sûr une expression citoyenne avec un élan démocratique vers le renouveau, vers plus de droits, de liberté. Malheureusement, nous avons peut-être raté encore une fois cette occasion historique à cause bien sûr des positions extrêmes, des positions, j'allais dire, irresponsables des uns et des autres. C'est-à-dire du côté du pouvoir et du côté de l'opposition. Absolument, notamment ceux qui sont pratiquement autoproclamés comme leaders du Hirak. À l'époque, je rappelle rapidement que l'ANR, nous avons assumé notre responsabilité en tant que parti qui était pro-pouvoir, mais un parti qui n'a jamais versé dans la corruption ou bien dans toute le façade, comme on dit. Et nous avons assumé notre responsabilité avec des positions sages, tout en essayant de trouver des solutions qui prennent en charge à la fois les revendications légitimes des citoyens, donc en termes de souveraineté populaire, l'article 7 et 8, en termes de lutte contre la corruption, en termes d'indépendance de la justice, et bien sûr en disant qu'il y a d'autres revendications du Hirak qui n'étaient pas pour nous au moins légitimes et qui n'étaient pas consensuelles, et parfois même d'autres revendications qui étaient dangereuses pour la stabilité, absolument, pour la stabilité des institutions. Donc on a dit qu'il faut trouver en tant qu'homme politique notre rôle. Ce n'est pas ce n'est pas de profiter de l'occasion, mais contrairement de faire la bonne lecture politique des revendications des citoyens et apporter des mécanismes concrets comment réaliser ces revendications. Les principaux revendications du Hirak étaient l'article, donc rejetant bien sûr le cinquième mandat, ce que nous avons admis à l'ANR avec tout le respect qu'on doit à la souveraineté populaire. Donc permettre aux Algériens d'exercer leur souveraineté populaire nécessitait un retour au processus électoral. Pas dans n'importe quelles conditions, on le savait très bien. C'est pour ça qu'en 2019, les premiers mois du Hirak, nous avons proposé la tenue d'une conférence nationale de dialogue. À l'époque, les gens nous disaient, vous y étiez un parti pro-Bouteflika, donc à travers cette conférence, vous voulez retarder un peu la vie de ce système. Et on disait à l'époque que non, il faut s'asseoir autour d'une table pour dialoguer sur les mécanismes qui permettent de revenir vers un processus électoral et après régler bien sûr les autres revendications. Malheureusement, nous avons appelé donc au dialogue en 2019, avant les élections présidentielles, et on pouvait le faire dans l'espace de 6 mois, c'est ce qu'on avait proposé à l'époque. On avait proposé un dialogue inclusif entre tous les Algériens pour aboutir à l'amendement de la loi électorale, parce que les gens nous disaient à l'époque, on veut pas de vos élections
parce que vous avez l'habitude de truquer les élections, chose qui n'était pas tout à fait tort, il n'avait pas tout à fait tort. Donc on a dit, premier point, il faut qu'on s'assoie pour revoir un peu la loi électorale. Deuxième point, qui va organiser les élections présidentielles? Ce n'est pas l'administration, parce qu'elle est toujours soupçonnée de fraude. On a proposé l'installation d'une commission indépendante. Troisième point, qui va gérer les élections d'une façon générale? Ce n'était pas le gouvernement de Bedoui à l'époque. On a proposé d'aller vers un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement de technocrates ou bien d'indépendants. Et le dernier point, définir la date des élections pour permettre un climat, bien sûr, serein. Malheureusement, on n'a pas été entendu et on est allé vers les élections de 2019 avec toutes les conditions qu'on connaît. 2020, il y a eu une deuxième occasion pour revenir à la table de dialogue à l'occasion de la révision constitutionnelle initiée par M. le Président de la République. Nous lui avons dit, dans notre rencontre avec M. le Président et d'une façon publique, que la révision constitutionnelle n'était pas une urgence pour l'Algérie. On avait une constitution de 2016 et on a dit que l'urgence était de revenir vers le dialogue national. Laissons faire un dialogue national entre les différents partis politiques, entre les gens qui représentaient, entre parenthèses, le Hirak, et aller à la finalité, à travers un travail consensuel, aller vers une révision constitutionnelle consensuelle. Malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas été écoutés pour des raisons peut-être objectives. Peut-être objectif, je ne sais pas. Il y avait le Covid, il y avait tout ce qu'il faut. Donc, on a jugé que la Constitution de 2020, elle a apporté des acquis démocratiques, mais ce que je disais à l'époque, c'est que nous avons réussi le texte, mais nous n'avons pas réussi, nous avons échoué le contexte. Et la preuve l'en est, c'est que le taux de participation à la révision constitutionnelle n'était pas vraiment satisfaisant. Nous avons raté encore une fois le dialogue pendant 2021 à l'occasion du renouvellement des institutions. Les élections législatives anticipées, on a été consulté par le président de la République. Je lui disais à l'époque que l'APN, la 8e législature, lui restait uniquement une année. Donc il n'y avait pas urgence vraiment de dissoudre l'APN. On a proposé d'aller encore une fois vers un dialogue et permettre au Hirak de faire émerger peut-être de nouveaux partis politiques. Permettre aux anciens partis politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, de se régénérer, de faire une autocritique, pourquoi pas. Et après une année, c'est-à-dire en 2022, mai 2022, la date de la fin de la 8e législature, on devait aller vers des élections, bien sûr avec l'amendement de la loi électorale. Nous n'avons pas été encore entendus et nous avons fait des élections de 2021, même si on a participé bien sûr, avec quelques dépassements qui ont fait que l'ANR a perdu ses sièges, notamment à Alger, où nous avons perdu 5 sièges. Effectivement, bon, c'est pas moi qui le dis, je l'ai dit dans une conférence de presse le lendemain des élections, mais je pense que le ministère de la Justice de l'époque, il a publié 2 ou 3 communiqués en disant que ici et là, à Alger, dans d'autres wilayas, nous avons arrêté des candidats, des citoyens qui étaient en train soit de distribuer de l'argent, soit de bourrer les yeux, soit... Donc globalement, il y a eu des dépassements. On ne peut pas dire non. C'est ce qui reflète d'ailleurs que le résultat est-il logique, je me pose la question. Est-il logique que sur les 24 partis politiques, on était bien sûr censé collecter les signatures, minimum 25 000 au niveau national. Sur les 24 partis politiques qui ont pu participer à ces élections-là, le plus petit parti, j'allais dire, il a collecté 27 000. Nous, on était à 35 000. Et le plus grand parti, il a collecté 50 000. Donc, on était pratiquement au milieu. Non, je veux dire que l'ensemble des partis, il n'y avait pas un parti qui a collecté 25 000 et l'autre, il a collecté 500 000, par exemple. Donc, qu'est-ce qui explique... Il n'y avait pas un grand écart. Absolument. Qu'est-ce qui explique, à la fin, au résultat, qu'on voit 3 ou 4 partis avec 100, 50, 70 sièges et tout le reste des partis avec 0 ou 1 siège. Est-il logique, cet résultat? Donc voilà, mais nous avons dépassé cette époque-là. Et je pense qu'actuellement, en 2023, en 2024, notamment avec la tenue de notre 6e congrès, nous avons lancé encore une fois un appel de dialogue avec l'ensemble des partis politiques pour créer un nouveau rapport de force avant d'aller dialoguer avec les autorités publiques. Nous avons rencontré, comme vous le savez, pratiquement plus d'une vingtaine de partis politiques, les partis du pouvoir, les partis de l'Alliance présidentielle, les partis Tal Moualat,
les 4 partis exactement. Nous avons rencontré les partis de l'opposition parlementaire, le Hamas, et nous avons aussi rencontré les partis de l'opposition, dites entre parenthèses radicales, nos amis du PAD. Globalement, quelle était la leçon à tirer de ces rencontres-là? C'est que tout le monde, il y a un malaise général dans les partis, y compris ceux qui sont au gouvernement. Il ne faut pas qu'on se cache les vérités. Il y a des questionnements citoyens, il y a des attentes légitimes. Tout le monde n'est pas satisfait, au moins par rapport j'allais dire à la vie politique, au moins à l'exercice politique. Je ne vais pas parler de l'économie. Cette fermeture-là des espaces franchement, je n'arrive pas à l'expliquer. Au début du Hirak, le lendemain du Hirak, donc après l'élection du président de la République, c'était un peu, j'allais dire, compréhensible. Parce qu'il fallait un peu réguler, il fallait un peu une période de régulation. On ne pouvait pas stabiliser un peu la situation. On a vécu cette période-là juste après la décennie noire. Vous vous souvenez, avec l'arrivée de Bouteflika en 1999, il y a eu une petite fermeture, mais qui a duré 10 ans. Donc même cette fois-ci, on a dit à M. le Président, bon, pour une année, ça peut s'expliquer. Mais au-delà de ça, 4 ans de fermeture politique, de fermeture du champ médiatique aussi. Moi, personnellement, en tant que chef de parti, je n'étais pas invité ni couvert par les médias publics, par l'ONTV, depuis 2021. Est-il normal? C'est-à-dire depuis les élections législatives. Voilà, absolument. Est-il normal? Alors que la Constitution, là, dans son article 84, si ma mémoire est bonne, nous garantit en tant que parti politique agréé un passage médiatique, une couverture médiatique qui dépend bien sûr de notre représentativité. La loi sur les partis politiques aussi, elle nous garantit ça. Elle nous garantit aussi un accès à la subvention, c'est-à-dire au don de l'État par rapport au nombre de députés ou bien au nombre d'élus locaux. L'ANR, par exemple, depuis 2019, on n'a pas eu un centime. Aucun parti n'a eu un de dinar. l'argent. Aucun parti. J'ai vérifié auprès des partis de l'opposition. Aucun n'a eu de l'argent. Non, mais les partis qui sont représentés à l'APN de 2021, ils ont eu leur argent. Alors que nous on a été interdit depuis 2019 jusqu'à ce jour. Donc globalement, l'idée, le pourquoi de ce dialogue national, de cet appel au dialogue que nous avons lancé, avec l'ensemble des partis politiques. Ce matin même, j'étais avec le parti Le Front du Moustaqbal, dans la même optique, c'est pour réhabiliter le politique. Nous avons organisé à l'ANR l'université d'été, la 4e université d'été le mois d'octobre passé, avec le slogan principal, réhabiliter le politique. Pourquoi réhabiliter le politique? Quand on a lancé cette idée-là, certains journalistes et même certains responsables du pouvoir croyaient qu'on est en train de chercher l'intérêt de notre parti, de nos partis, avec le pouvoir. C'est-à-dire, quand on demande à réhabiliter le politique, on est en train de demander à réhabiliter nos relations ou bien nos intérêts avec le pouvoir. Alors que ce n'était pas ça du tout notre objectif. On a demandé à réhabiliter le politique parce que ça va vérifier 3 objectifs principaux pour la survie de la nation. Réhabiliter le politique, il a un objectif citoyen. Moi, je visite les wilayas. Pratiquement chaque semaine, chaque 2 semaines, 15 jours, j'anime un meeting. Le samedi prochain, je serai à Oran et à Tlemcen. Et quand je discute avec les citoyens, il y a une inquiétude. Il y a une attente. Les citoyens nous disent où sont les partis politiques, où sont ces corps intermédiaires qui doivent porter nos préoccupations pour les autorités. Selon vous, comment expliquer pourquoi cette fermeture? Les Algériens sont sortis en 2019 pour réclamer plus de démocratie, plus de liberté. Bon, le 5e mandat était annulé, mais ces objectifs-là ne sont pas là. Pourquoi, selon vous? Est-ce qu'il y a une crainte du pouvoir? Est-ce qu'il y a une certainement qu'il y a une crainte, peut-être une stratégie de faire remplacer la classe politique par d'autres mécanismes d'expression, notamment le mécanisme de la société civile et de la jeunesse. Chose que j'ai qualifiée en 2021 dans ma rencontre avec M. le Président, que c'était un choix erroné et c'était un choix dangereux. Ce que j'ai dit au Président de la République en 2021, que هذا الخيار هو خطأ وخطير. Et pour un peu expliquer aux citoyens, aux téléspectateurs, cette idée de changer, de remplacer la classe politique par d'autres mécanismes d'expression, elle ne vient pas de l'Algérie, ce n'est pas nouveau. L'expérience en France, depuis 2015 avec l'arrivée du président actuel, du président Macron, qui en 2017, mais il a commencé son projet en 2015, quand il a démissionné, il y avait cette idée
par exemple, les Français, durant la Ve République, étaient gouvernés 5-10 ans par la droite, 5-10 ans par la gauche. À un moment donné, ils se sont posés des questions que ni la droite ni la gauche n'a pu prendre en charge nos problèmes. Donc les Français, comme tous les citoyens du monde, comme les Algériens aussi, cherchaient d'autres mécanismes d'expression. Ils ont dit, voilà, avec l'avènement des nouvelles technologies d'information, avec le Facebook, on va se dépasser des partis politiques et on va chercher d'autres mécanismes. C'était la société civile. D'ailleurs, c'est ce qui a permis au président français de casser le clivage, de dépasser le clivage gauche-droite et d'obtenir la présidence de la République française sans qu'il y ait derrière lui aucun parti politique. Après son premier mandat en France, la dernière élection de 2022, le président français a passé de justesse. Et il a compris, d'ailleurs, je donne toujours cet exemple-là, les dernières émeutes en France, suite à la mort du jeune Naël. Il y a eu bien sûr des émeutes. Donc la classe politique française devait apporter des réponses à cette émeute-là. Ce n'est pas la société civile qui a fait la lecture ou bien proposé des solutions à ces émeutes. C'est les partis. Les gens de la droite et de l'extrême droite, ils ont dit que les émeutes, c'était à cause de l'immigration clandestine, c'était à cause, entre parenthèses, des voyous du Maghreb arabe qui sont venus illégitimement en France, et les gens de la gauche et de l'extrême gauche, Mélenchon et autres, ils ont dit non, le problème des émeutes, c'était les violences policières. Et donc là, on voit l'intérêt de la lecture politique. Ce n'est pas la société civile. Macron a compris ça, et son deuxième mandat, le premier changement du gouvernement qu'il a fait, il a limogé 8 ministres qui venaient de la société civile et les a remplacés par 8 ministres politiques. Donc j'espère que ici en Algérie, nos décideurs commencent à comprendre ça, et on n'est pas contre du tout la société civile. L'ANR, dans ses documents, depuis 2011, on était les premiers à avoir appelé à l'émergence d'une société civile, mais une société civile qui joue son rôle. Son rôle démocratique, c'est quoi? C'est être un contre-pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir de substitution ou un pouvoir de remplacement. Et donc, d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République et même dans les médias, il ne faut pas refaire l'erreur que nous avons faite dans l'époque de Bouteflika, et on était responsables. Dans l'époque de Bouteflika, nous avons essayé de, j'allais dire, la classe politique, nous l'avons rendue comme société, comme association et comme comité de soutien. Et la deuxième erreur qui se fait actuellement, c'est de politiser la société civile. L'approche première ne mène nullement pas, et la deuxième, la même chose. C'est pour ça, et je termine avec ça pour vous permettre d'autres questions. Réhabiliter le politique, j'ai dit que c'est une exigence citoyenne. C'est une exigence aussi institutionnelle, parce que si on ne permet pas aux partis politiques de faire former les cadres politiques capables de gérer la chose publique, de faire ventiler les cadres, comme disait Feu Malik, on arrive à un moment donné où on n'aura pas de cadre capable de gérer la chose publique. Et ce genre de cadre-là, un homme présidentiable, un homme valable, un ministre valable, un bon député, un bon général, un bon journaliste, un bon sportif. Il faut qu'il y ait une formation. Il ne tombe pas du ciel. Ça se forme, ça se travaille. Et ça se travaille où? Dans les institutions de formation politique. Et le dernier objectif de notre appel à réhabiliter le politique, et les sécuritaires. Parfois, les gens disent c'est quoi la relation entre le politique et les sécuritaires? Quand on échoue, nous en tant que classe politique, à faire émerger des gens capables de gérer le pays, bien sûr, et les institutions, qui va les gérer à notre place? Ça sera l'institution militaire. Ça sera la seule institution, la colonne vertébrale de la République, comme on dit. Nous avons vécu cette expérience pendant la décennie noire, 90. Justement, dans le dernier et nous l'avons vécu au Hirak aussi. Vous avez demandé indirectement à protéger l'institution sécuritaire, une manière de dire à ne pas la mêler à la politique. Est-ce que cela est possible? Oui, 2019. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Il faut qu'on ait le courage, nous, en tant qu'hommes politiques, et le courage aussi. Pour concrétiser un peu la demande d'un état civil que demander. Alors, il y a eu le slogan du Hirak, Madaniya Machi Askariya. Et en réalité, ce sujet-là, comment définir la relation entre le politique et le militaire, il est très ancien en Algérie. Il vient même du congrès de la Soumam et de la question, l'histoire de la primauté du civil sur le politique. C'est une question légitime.
mais parfois elle est utilisée d'une façon négative. Le slogan, quand il a été soulevé au Hirak, je pense que l'idée n'était pas un état civil. L'idée était de casser l'institution militaire qui est la seule qui peut garantir la stabilité, qu'on le veuille ou pas. Dans les régimes républicains arabes, il n'y a que cette institution capable d'assurer la stabilité, au moins pour le moment. Ce qui s'est passé en Irak, suite à l'invasion américaine en 2003, la première chose qui a été faite par les Américains, c'était pas de chercher Saddam Hussein, c'était pas de chercher les armes chimiques, c'était de casser l'armée. Même chose qui a été faite en Syrie, en Libye ou autre. Donc, c'est pour ça que pendant le Hirak, je disais à nos amis, aux citoyens et même aux hommes politiques, attention, il y a certains slogans qui peuvent mener dans des situations très difficiles. Certains, je pense qu'ils les ont menés un peu avec de bonnes intentions, mais d'autres, effectivement, c'est pour cacher cela. Absolument. Maintenant, est-ce qu'on doit fuir cette question? Non. C'est pour ça qu'à l'ANR, depuis 2016, ce n'est pas nouveau, le 5e congrès, nous avons publié toute une résolution liée à la politique de défense et de sécurité nationale, dans laquelle déjà on disait qu'en 2016, quand on était avec Feu Bouteflika, qu'il faut adapter, il faut avoir le courage et l'intelligence politique d'adapter notre politique de défense nationale, parce que le concept de souveraineté, il a changé. Tout à fait. Quand on revient à la Constitution, les principales missions de l'armée, c'est la préservation de l'unité nationale, du territoire, et tout ce qui est bien sûr richesse. La défense de la souveraineté. Mais la défense de la souveraineté, ce n'est plus un soldat à la frontière contre un terroriste en face. Le concept de souveraineté, il a changé. Il y a la souveraineté, je vais donner un exemple. La souveraineté sanitaire de l'État. Pendant le Hirak, notre souveraineté, et celle des autres pays bien sûr, elle a été décidée où? C'était en Chine. Parce que c'était en Chine qu'on pouvait trouver les petites bavettes. Il y a eu même des accrochages et des piratages d'avions et de bateaux, parce que les États, même les plus modernes comme en Europe, ils ne trouvaient pas les bavettes. Je donne l'exemple de la souveraineté économique. Notre économie, elle est malheureusement encore liée au prix des hydrocarbures. Donc le prix des hydrocarbures, il ne se décide pas en Algérie. Il se décide à l'OPEC et à l'OPEC+. Et notre souveraineté, j'allais dire, en termes d'armement militaire. Donc c'est pour ça que je dis, il faut s'asseoir autour de la table politique et militaire, intellectuel, universitaire, journaliste, et de définir un nouveau pacte, ce que nous avons appelé dans notre communiqué du Conseil national la semaine passée, un nouveau pacte qui lie la nation à son armée. Il y a cette liaison, cette rabita entre l'armée et la nation qu'il faut renforcer. Comment il faut la renforcer? Bien sûr, il faut qu'on soit tous derrière notre armée, ça c'est impératif, en matière d'armement, en matière de professionnalisme, mais l'armée elle a besoin aussi qu'on la protège. Nous en tant que citoyens, l'armée nous protège, mais nous en tant qu'hommes politiques, on doit protéger l'armée en l'évitant de toute, j'allais dire, exploitation politicienne, et bien sûr assumer nos responsabilités en tant qu'hommes politiques, parce que si on échoue, que ce soit nous sommes un parti du pouvoir ou de l'opposition, ça sera l'armée qui se trouvera sur la façade j'allais dire, de Mashhad Siyasi. Et donc, ce que nous avons appelé dans notre communiqué de presse, il faut éviter cette surexposition médiatique de l'armée. Parce que ça touche l'armée directement, ça touche les institutions et ça touche la vie publique. Est-ce que, en tant qu'homme politique, on doit décider tout seul? Je dis non. Il faut que ce soit en association. Absolument. C'est pour ça qu'à l'ANR, nous avons proposé... Mais est-ce que l'armée va accepter de discuter avec les partis politiques? Je pense que c'est l'intérêt de la nation et l'intérêt de l'armée. Ça doit se faire graduellement, bien sûr. Je donne toujours l'exemple de l'attentat de Tigane-Tourine. J'étais au gouvernement en 2013. L'attentat de Tigane-Tourine, le président de la République de l'époque, même s'il était légitime, comment il va décider sur cet attentat-là? Est-ce qu'il décide tout seul? Il est légitime, il est élu par le peuple, il va dire, moi, je suis président, je décide tout seul. Soit j'attaque le groupe terroriste, soit je négocie avec eux. Mais ce cas-là, il y a des otages, il y avait des otages étrangers. Donc il y a un volet diplomatique.
il faut qu'il consulte le ministère des Affaires étrangères. Il y a un volet sécuritaire et de renseignement, parce que ce groupe-là, il est venu, ce groupe terroriste, il est venu de la Libye et du Mali avec un armement que nous ne connaissons pas. Donc le président doit consulter le chef de renseignement. Il y a un volet économique, parce que cette institution gazière, si elle a été détruite en 2013, l'Algérie aurait perdu 10 ans de sa production gazière. Et je vous laisse imaginer le montant en dollars. Donc, il fallait que le président, avant de prendre cette décision, consulte aussi le ministère de l'énergie. Donc, je donne cet exemple pour dire que le management moderne, ce n'est pas uniquement je suis élu par le peuple, je décide ce que je veux. Donc, il y a tout un mécanisme, j'allais dire, d'aide à la décision, dont l'armée est un actionnaire. Est un partenaire stratégique. Et d'ailleurs, nous avons proposé, je termine par ça si vous permettez, l'article 30 de la nouvelle constitution, c'est nous qui l'avons proposé, en disant que l'armée, sa mission, ce n'est pas uniquement protéger les frontières et l'unité territoriale, mais aussi défendre les intérêts stratégiques. Bien sûr, on est contre l'ingérence de l'armée dans la chose politique, mais quand il y a un risque stratégique, on va laisser le pays comme ça, eh bien l'armée, elle doit. L'exemple des années 90, quand il y a eu l'arrêt du processus électoral pour sauver le processus démocratique et pour sauver la République, on était pour. C'est l'armée qui l'a fait. Voilà. Merci Belkacem Saahli. On va revenir dans la deuxième partie pour parler de volet purement politique, notamment des initiatives que vous avez, à laquelle vous avez appelé, du Coran auquel vous appartenez, et puis un peu d'histoire et de la diplomatie. Restez avec nous, on va revenir dans un petit moment. Bonsoir chers téléspectateurs, donc on va reprendre notre émission avec M. Belkacem Saahli. On parlait dans la première émission, la première partie plutôt de l'émission donc sur la situation politique du pays. M. Saahli, vous avez, lors du communiqué sanctionnant le Conseil national de votre parti de la semaine dernière, vous avez proposé une sorte de candidat consensuel du clan, enfin pas du clan, mais du courant démocratique. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez consulté d'autres partis sur ça ou c'est juste une initiative comme ça qui vient de... En réalité, l'approche que nous avons arrêtée pendant les travaux du Conseil national par rapport au prochain rendez-vous électoral, par rapport à la prochaine présidentielle de 2024, ce n'était pas uniquement ce scénario-là de présenter un candidat pour le courant démocratique républicain. Tout d'abord, il faut se placer dans un contexte général. Pour l'ANR, ce qui importe pour les prochaines élections, ce n'est pas la personne qui va diriger l'Algérie. C'est plutôt le contenu du mandat présidentiel. Le contenu et le programme et la vision. Et pour l'ANR, on appelle toujours à un mandat de réforme et de mutation. Ou peut-être, je dirais encore, un mandat de réforme et de transition. J'aime pas beaucoup utiliser le mot transition parce qu'il a des connotations un peu des connotations négatives. Donc on préfère à l'ANR de dire il nous faut un mandat de réforme et de mutation. Bien sûr, ce mandat-là doit résulter d'un consensus national. C'est pour ça qu'on réitère notre appel à un dialogue entre les partis politiques et le pouvoir en place, bien sûr. Bien sûr, les élections présidentielles pour l'ANR, ce n'est pas une compétition purement partisane. Nous avons en Algérie 60 ou 70 partis politiques. Est-il logique d'avoir des élections avec 70 candidats? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas des élections parlementaires ou des élections locales où tous les partis peuvent participer pour avoir un certain nombre de sièges. C'est pour ça qu'on appelle à l'émergence de grandes familles politiques. Et ce n'est pas nouveau pour l'ANR. Depuis 2011, nous avons lancé cet appel. En Algérie, parce que les élections présidentielles, pour nous, c'est un débat de projet de société. Ce n'est pas un programme purement partisan. En Algérie, nous avons pratiquement 4 grands courants politiques qui doivent être représentés pendant la prochaine présidentielle. Il y a le courant, bien sûr, conservateur, nationaliste. Il y a le courant, je ne dirais pas islamiste, mais je dirais le courant de l'islam politique, parce que nous sommes tous des musulmans. Il y a notre courant, le courant républicain, moderniste. Des fois, on l'appelle courant laïque. Pourquoi pas? Le courant progressiste, et il y a le 4e courant, le courant de la gauche, le Parti des travailleurs et autres. Donc, si on arrive à faire un dialogue national et à rapprocher les partis politiques pour faire émerger 4-5 candidats potentiels qui reflètent ces projets de société, nous allons permettre réellement aux Algériens d'exercer leur souveraineté.
C'est-à-dire parce que la souveraineté populaire, ce n'est pas uniquement un choix et un bulletin qu'on met dans l'urne. C'est avant tout de permettre aux citoyens de choisir son projet de société auquel il croit. Donc c'est dans ce contexte-là, bien sûr, quand on dit un mandat de réforme et de mutation, parce qu'à l'ANR, on considère que l'Algérie a besoin d'entamer un certain nombre de mutations, rapidement, 5 principales mutations. La mutation générationnelle, on ne peut pas continuer avec ce mode de gouvernance où la jeunesse algérienne est écartée des centres de décision. Bien sûr, la jeunesse, elle existe. Elle est là au Parlement. Nous avons des PAPC jeunes, nous avons des députés jeunes, nous avons quelques ministres jeunes. Mais il faut rajeunir la classe politique. Quand je vois le Premier ministre français à l'âge de 34 ans, quand je vois le ministre des Affaires étrangères français, je donne toujours l'exemple français, c'est pas parce que j'aime la France ou je la déteste, mais c'est parce que sur le plan historique et culturel, nous sommes très proches de la France. Quand je vois un ministre des Affaires étrangères français à l'âge de 37 ans, la France, 5e puissance économique, puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité, je me pose des questions. Quand est-ce que la nouvelle génération, moi j'ai presque 50 ans, je ne me considère pas encore jeune. Là, c'est bon. Normalement, je commence à partir en retraite. Et donc, il faut cette mutation générationnelle, pas dans le cadre d'un conflit des générations, mais dans le cadre d'une complémentarité de générations. Deuxième mutation qu'on doit entamer rapidement, c'est une mutation politique. Pour répondre au Hirak, pour répondre aux aspirations des Algériens. C'est quoi la mutation politique? C'est d'aller vers un nouveau mode de gouvernance, basé non pas sur la légitimité historique, mais sur la légitimité des urnes, sur la légitimité de la compétence et de l'intégrité, et non pas la légitimité du régionalisme ou bien du clientélisme. Troisième mutation, c'est la mutation d'ordre économique et social. Il est temps d'aller vers une économie diversifiée, créatrice de richesse, avec plusieurs, bien sûr, propositions. Nous avons tout un programme dans ce sens pour les gens qui sont intéressés, et une mutation sociale, des vraies réformes structurelles et non pas conjoncturelles pour le système éducatif, pour la santé, pour la justice, l'indépendance de la justice, pour que ça ne reste pas uniquement des slogans vides, et une mutation au niveau de la politique étrangère. Il est temps que l'Algérie sache, en termes diplomatiques, faire l'équilibre entre la préservation de ses principes fondateurs et garder ses intérêts. Mais avec un tel programme ambitieux, pourquoi est-ce que vous avez, je parle du moins avant 2019, oui, choisi de vous allier à un pouvoir qui ne tenait pas forcément compte de vos propositions au lieu d'essayer d'imposer ou de convaincre les Algériens d'appliquer ce programme? Je vous réponds par la question de l'émergence de grands courants politiques. L'ANR, nous avions 6 députés dans le dernier mandat. Donc on n'avait pas suffisamment la force politique ni l'implantation organique qui nous permettait de défendre nous seuls ce programme. Et donc il était tout à fait logique de s'aligner avec d'autres forces politiques, vous parlez d'avant 2019, pour ce programme-là. Maintenant, le pouvoir à l'époque, il faut demander de vous rallier à lui sans vous consulter. Non, pas du tout. Nous n'avons jamais fait ça à l'ANR. Si, vous étiez ministre vous-même. Non, bien sûr. Non, je veux dire que nous n'avons jamais, on s'est jamais aligné au pouvoir sans programme. Je vous rappelle que pendant le 4e mandat, 2014, on était un des 5 partis de l'alliance présidentielle, nous étions le dernier parti à avoir soutenu M. Bouteflika pour son 4e mandat, 3 jours uniquement avant l'annonce de sa candidature. Mais est-ce que c'était raisonnable dans la situation de santé? C'est un autre débat, on peut revenir, évidemment. Mais on ne peut pas discuter de ce choix-là en dehors du contexte général. Je veux dire, pourquoi? Parce que c'est une des raisons qui peut-être qui font perdre beaucoup de crédibilité, notamment. Bien sûr. Et nous comprenons ça et nous assumons notre part de responsabilité. Alors que l'homme ne parlait pas, ne s'exprimait pas, ne bougeait pas. Vous l'aviez soutenu. C'est pour ça que je pose la question, pourquoi? Je vais répondre. C'est pour ça que je dis aux Algériens, pour beaucoup de citoyens que je rencontre dans les cafés, dans les marches et dans les meetings, me posent cette question. Je leur réponds par la réponse suivante. Là, le choix des élections présidentielles, c'est tellement compliqué en Algérie que ce n'est pas uniquement un choix de citoyens. C'est une série d'équilibres qu'il faut respecter. Il y a bien sûr la souveraineté populaire qu'on doit respecter, donc le choix des citoyens. Il y a un équilibre régional au sein du pays qu'il faut respecter. Il y a un équilibre entre le politique et les militaires qu'il faut respecter. Il y a même un équilibre sur le plan économique et social qu'il faut respecter. Il y a même un équilibre interne et externe.
Donc c'est pour ça que le choix de... Mais c'était beaucoup plus déséquilibré à l'intérieur du système que... C'est pas une mauvaise chose de garder les équilibres. Une des raisons qui a conduit à ce malaise politique, j'allais dire, c'est qu'on n'a pas pu respecter les équilibres. Chose que Bouteflika faisait très bien, en respectant les équilibres entre les politiques et les militaires, entre les gens de l'argent et les gens des médias, entre les différentes régions du pays. Donc il y avait cet équilibre nécessaire. C'est quand il était en bonne santé, mais je parle à partir du moment où il est tombé malade. C'est pour ça que je dis, c'est un long débat, l'histoire de comment nous avons soutenu le 4e, et nous assumons bien sûr. C'est pour ça que quand je reviens à 2024 pour dire qu'on est toujours dans la même optique. Il nous faut un mandat de réforme et de mutation à travers un consensus national. Donc, si on n'arrive pas à faire ça... Le problème, c'est que le pouvoir ne vous écoute pas. Le pouvoir semble dire qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Suivez-nous, on va faire des élections. C'est pour ça que j'ai dit, si on n'arrivera pas à faire ça, donc ça c'est le premier scénario, on passera au deuxième scénario. Deuxième scénario, c'est de faire émerger un candidat de notre courant démocratique et républicain. Dans ce cadre-là, nous avons rencontré plusieurs partis politiques de ce courant-là, pas pour uniquement la question des présidentielles, on a parlé de la situation politique, économique et sociale, mais on envisage, évidemment, on est ouvert à une discussion profonde autour de ce sujet-là. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué dans les dernières élections législatives, dans l'amendement de la Constitution, le seul courant qui était absent en matière d'influence politique, c'était le courant démocratique et républicain. Ça, c'est vrai. Le courant nationaliste conservateur, entre parenthèses, il est là, derrière les deux appareils de l'État, les deux partis appareils. Le courant islamiste, il est là, il avance ses pions, et c'est de bonne guerre d'ailleurs. Je donne l'exemple de la dernière loi électorale en 2021. Vous savez certainement que dans l'époque de Bouteflika, on accordait 30% de quotas pour les femmes au niveau du Parlement. La dernière loi, on a imposé 50% dans la candidature des femmes, mais pas au niveau des sièges. Ce qui a fait que le pourcentage des femmes actuelles, il s'est réduit à même pas 5%. Je l'ai dit à l'époque, à un seul parti, qui normalement fait partie de notre courant démocratique, le Jil Jadid, parce que c'était le seul parti de ce courant-là qui participait avec nous. J'ai dit, dans cette loi, il y a un article transitoire qui dit la chose suivante. Si en tant que parti, vous n'avez pas la possibilité d'assurer 50% de femmes, faites une demande simple à M. Chorfi, le président de l'autorité des élections, pour qu'on réduise ce quota-là à 0%. C'est-à-dire on a considéré la femme algérienne comme un objet. Je l'ai dit à l'époque. Et j'ai demandé aux partis politiques qui étaient avec nous les élections, et nos amis du PAD qui étaient contre le processus électoral, venons ensemble faire un communiqué de presse parce que c'est une régression idéologique grave. Il y a d'autres, je peux citer d'autres exemples au niveau de la Constitution. La première mouture de... Pardon, donc vous êtes dans une logique de participer pour faire avancer la cause ou le programme que vous défendez, bien sûr, au lieu d'être carrément dans la négation comme absolument. Vous dites. Bien sûr, on peut boycotter les élections. Pour nous, nous avons déjà boycotté les élections en 2002, en 97, en 2007 même. Donc, pour clore le chapitre du candidat du courant démocratique républicain, je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'ANR fait des initiatives dans ce sens. Je vous rappelle qu'en 2007, par exemple, à l'époque du feu Reda Merkel, on a conçu des listes communes avec un pôle des Républicains. Il y avait l'UDR, l'ex-parti, l'ex-MPA, qui était à l'époque un parti non agréé. Et nous avons pris aussi avec nous dans les listes de l'ANR le MDS, le parti de Hachmi Shrif Birhmou, qui était aussi à l'époque agréé, mais il avait des problèmes avec le ministère de l'Intérieur. Donc l'idée d'émerger ce nouveau, même si les résultats à l'époque en 2007 n'ont pas vraiment suivi. Donc pour nous, les différents scénarios pour les présidents, ce sont là. Donc on préfère qu'il y ait un consensus national avec le président actuel ou avec quelqu'un d'autre. Problème n'est pas là. Candidat, est-ce que vous allez soutenir le candidat du pouvoir ou pas? Nous avons d'autres, ça sera peut-être le troisième ou le quatrième scénario qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas fort probable pour nous. Monsieur Sahel, est-ce que c'est cohérent avec le constat que vous me faisiez dans la première partie de l'émission de dire que la situation n'est pas bonne, que la démocratie que nous voulions n'est pas là, la liberté n'est pas là, le champ est fermé, et puis tout d'un coup vous allez soutenir le candidat du pouvoir qui a fermé les champs? J'ai pas dit qu'on va soutenir. J'ai dit que nous
conditionnons. C'est pour ça que j'ai dit, le premier point, c'est l'appel à un mandat de réforme et de mutation. Si demain on se met d'accord en tant qu'Algériens, politiques, militaires, intellectuels, que l'Algérie a besoin de ces réformes structurelles dans les différents domaines et de mutations générationnelles, et économiques et sociales et politiques étrangères. On peut s'aligner. Ça sera un programme de toute la nation. Si ça ne sera pas le cas, nous avons fait ce que nous avons pu. Nous passerons au deuxième scénario, c'est de présenter un candidat du courant démocratique et républicain. Le troisième scénario, ça sera un candidat de l'ANR tout seul, même si ce n'est pas vraiment très important. Et le quatrième scénario, ça sera de s'abstenir, peut-être, ou boycotter des élections, même si mais est-ce que ce c'est n'est pas raisonnable, fort probable. Je reviens un peu Oui. cette candidature, soit du parti, Avec soit cela, du si vous courant. permettez, Oui. avec ces différents scénarios, nous avons lancé un appel aux préparatifs. Les élections, pour nous, ce n'est pas préparer une carte de vote et une urne. Nous avons lancé un appel dans deux sens, dans deux directions. Un appel aux autorités publiques, tout d'abord. C'est ce que j'allais vous demander justement. Est-ce que c'est possible d'organiser des élections alors que tout est fermé? Absolument. Et puis à la fin de la course, Absolument. vous avez un candidat qui est présent toute l'année et puis Absolument. d'autres candidats qui viendront à la dernière minute. C'est Est-ce pour que ça, pas peut-être normal? vous auriez dû me poser la question, pourquoi l'ANR parle en ce moment des élections présidentielles, contrairement à l'ensemble des partis politiques. Je n'ai pas entendu beaucoup de partis parler des présidentielles. C'est comme si c'est haram, c'est comme si c'est un péché. Alors que normalement, en termes de timing, on est en retard. Parce que les pays démocratiques, les pays qui se Vous avez au moins une année avant. les pays qui se respectent, les élections présidentielles, on ne débatte pas des élections présidentielles une semaine ou un mois avant le scrutin. Les élections seront organisées constitutionnellement le mois de décembre. Donc la convocation du corps électoral se fera le début septembre. Donc qu'est-ce qui reste avec le ramadan, avec les vacances? Il reste pratiquement 2 mois de préparation, 3 mois. Est-il logique, est-il crédible que la classe politique, qu'elle soit du pouvoir ou qu'elle soit de l'opposition, n'ait pas le courage d'entamer le débat présidentiel? Je prends l'exemple de la France encore une fois. Le président français, les élections c'est en 2027. Et ça part déjà. Actuellement déjà il y a un débat présidentiel. Au sein de l'alliance présidentielle de Macron, donc le groupe Renaissance et le groupe de Horizon d'Edouard Philippe et le groupe du Modem de Bayrou, et même au sein des oppositions, qu'elles soient de la droite ou de l'extrême droite. Marine Le Pen se prépare, Laurent Wauquiez se prépare, et bien sûr du côté de la gauche, Jean-Luc Mélenchon se prépare. Donc c'est ça, d'ailleurs cet appel à entamer le débat présidentiel bien avant, nous l'avons lancé même en 2014, en 2013 pour mais là, on a fait le constat que, à l'exception près, donc tout est fermé. qu'est-ce qui revient aux autorités de faire? C'est de s'ouvrir. Nous avons demandé aux autorités une ouverture médiatique et politique, parce que c'est vraiment, c'est ce que nous avons dit dans notre communiqué, c'est vraiment inutile. Cette fermeture politique et médiatique, elle n'est bénéfique pour aucune partie, y compris même le pouvoir en place. Parce que cette fermeture, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer, l'isolement du pouvoir en place. Elle va engendrer, c'est-à-dire le manque de confiance entre les gouverneurs et les citoyens, et elle va engendrer un manque de crédibilité par rapport aux prochaines échéances électorales. Donc, il y a un travail qui doit se faire par les autorités publiques à travers l'ouverture médiatique et politique. 2, à travers des mesures d'apaisement. On ne peut pas aller à des élections et on n'a pas encore réglé tabi'at du Hirak. Jusqu'à quand? J'ai toujours dit qu'il faut qu'on tourne la page. Jusqu'à quand nous avons... des détenus? Je parle des détenus, même si à l'ANR, bien sûr, on les cite pas on les considère pas comme détenus politiques, par respect à la justice, parce que nous sommes un parti républicain. Mais ça reste toujours, c'est des détenus liés au Hirak, liés aux événements du Hirak. Beaucoup ont été arrêtés parce qu'ils ont dit un mot sur Facebook. Bon, ni moi, ni vous avons l'accès à leur dossier. Moi, j'ai assisté à beaucoup de procès. Contrairement à vous, j'ai assisté. C'est pour ça. C'est souvent pour un mot sur Facebook, ils ont 3 ans de prison. C'est pour ça, par éthique et par culture républicaine, à l'ANR, on ne les considère pas comme détenus politiques. Mais on les défend. On a appelé, Monsieur le Président, à prendre des mesures sages et des mesures humaines pour régler ces problèmes-là. C'est pas logique qu'on reste un jeune qui fait un petit j'aime, on va le prendre avec 6 mois. Pendant la décennie noire
les Algériens s'entretuaient avec les armes. Il y avait le sang qui coulait, et puis après on est allé vers la concorde, et vers le Qanoun al-Rahma, et vers la réconciliation. Donc il faut tourner cette page-là, avec tout le respect pour nos institutions, qu'elles soient présidence ou armée ou justice. Donc c'est avec ces mesures d'apaisement qu'on peut préparer petit à petit le climat serein pour les élections. Notre dernier appel, c'est pour la classe politique, y compris nous. La classe politique, les partis qui sont pro-pouvoir, ou bien les partis de l'alliance présidentielle. Même si parfois ces partis-là... Cette alliance n'existe plus parce que le président apparemment il n'en veut plus. Même si ces partis-là, il me semble qu'ils soutiennent le président non pas par conviction, mais par opportunisme. Je ferme cette parenthèse. Donc, leur devoir et leur droit, c'est quoi ces partis politiques? C'est de présenter le bilan de leur président qu'ils ont soutenu en 2019 aux citoyens, avec ce qui est positif, ce qui est négatif. Et si le président veut un deuxième mandat, et c'est son droit le plus absolu constitutionnel, qu'il présente un nouveau programme. Et de l'autre côté, les partis de l'opposition, une opposition, elle doit présenter bien sûr les critiques, mais elle doit aussi apporter des alternatives et des solutions à travers des programmes électoraux et à travers des personnalités politiques présidentiables. Les partis du pouvoir ne doivent pas utiliser les médias publics pour cette pré-campagne, ce que nous remarquons actuellement, malheureusement, et aussi les partis de l'opposition ne doivent pas faire de l'opposition nihiliste, tout est noir, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout est noir, il y a des acquis en Algérie, donc il faut faire de l'opposition constructive. C'est le slogan de l'ANR, quand on est au pouvoir, on fait le soutien critique, et quand on est à l'opposition, on fait de l'opposition constructive. C'est-à-dire l'opposition constructive, parce qu'un parti politique, on ne peut pas le juger s'il n'est pas au pouvoir. C'est difficile, dans tous les pays du monde, un opposant, il critique ce que fait le pouvoir pour le remplacer, c'est son rôle. Je vous remercie infiniment parce que vous me donnez l'occasion de clarifier une question qui me semble éthique. Parfois, des citoyens et des journalistes me posent la question, pourquoi vous soutenez le pouvoir? Je leur réponds tout simplement qu'un parti politique, il est créé par définition pour être au pouvoir. On ne crée pas un parti pour rester à l'opposition. L'opposition doit rester une période exceptionnelle dans la vie de chaque parti politique. Donc, soutenir le pouvoir ou être au pouvoir, c'est notre objectif à l'ANR. Bien sûr, on ne peut pas obtenir le pouvoir tout seul, donc c'est pour ça qu'on demande de faire des alliances partisanes. Et bien, la différence par rapport à nous, c'est quand on est au pouvoir, on assume notre responsabilité. Pas comme d'autres partis politiques qui restent au pouvoir 10, 15 ans avec des dizaines de ministres et à un moment donné, ils balancent dans l'opposition sans présenter le bilan. Nous, on assume. On était avec Bouteflika pendant une année au gouvernement avec un simple, et je dis bien un simple poste de secrétaire d'État. Donc je ne décidais pas, je n'avais pas de budget, mais on a assumé. Parce que c'est l'éthique politique. Et comment est-ce qu'on peut balancer son parti alors qu'on n'a pas le pouvoir? C'est pas possible. Non, je ne disais pas qu'on n'avait pas le pouvoir. Je qualifie le poste de secrétaire d'État par rapport au poste de ministre. Je ne parle pas uniquement de ça, mais quand on est dans un gouvernement, c'est sur la base d'un programme en principe. D'un programme consensuel, normalement. Mais ce n'est pas le cas, c'était pas le cas. Non. Nous, à l'ANR. Vous appelez pour faire le débat, pour décorer, et c'est lui qui décide. Croyez-moi, monsieur Ali, pas l'ANR. On ne m'a jamais appelé dans ce sens. Je vous rappelle, je vous donne une preuve. Notre opposition à l'ANR en 2017 avec la crise de l'APN. Vous vous souvenez, en 2017, on était le seul parti de l'alliance présidentielle. Et même de l'opposition. À l'époque, il y avait 10 groupes représentés à l'APN, 10 partis. 5 de la majorité parlementaire et 5 de l'opposition. Quand j'ai vu que les lois de la République ont été bafouées par l'histoire de Bouhadja, Saïd Bouhadja, on était le seul parti à faire un communiqué de presse et à présenter notre démission. Et je le dis pour l'histoire, même si j'ai subi des pressions à l'époque, je ne les ai pas dit. Mais j'ai dit à nos amis de la présidence, moi j'ai soutenu le programme du président, écrit, qui m'a semblé un programme progressiste, moderniste, et c'était vraiment le cas. Je n'ai pas soutenu que des forces extra-constitutionnelles s'immiscent dans le travail des institutions, notamment dans le Parlement. Et j'ai présenté ma démission du Parlement. Beaucoup de journalistes ne rappellent pas ce cas-là. Alors que nos amis de l'opposition, quand j'ai essayé de faire une médiation pour régler ce problème-là, ils ont refusé
de marcher avec nous et ils ont soutenu ce qui s'est passé dans la crise du Parlement. Je vous donne un autre exemple si vous voulez. En 2018, bien avant le Hirak, il y a eu l'idée du prolongement, si vous vous souvenez, du prolongement du mandat de Bouteflika. Parce que les camarades dans la présidence à l'époque commençaient à voir que le 5e mandat n'allait pas marcher. Donc ils ont cautionné, ils ont mandaté un parti du pouvoir, sans le citer, et ils ont mandaté aussi un parti de l'opposition islamiste pour vendre, voilà, sans le citer avec tout le respect que nous devons à nos amis. Ils ont essayé de vendre cette idée en disant bon, l'Algérie elle est dans des circonstances dangereuses, on va essayer de prolonger le mandat à Bouteflika. Même si on était avec Bouteflika à l'époque, nous avons tenu une conférence de presse avec un communiqué de presse en disant que nous on refuse ce prolongement. Parce que pour le président, s'il veut rester président pour le 5e mandat, on a dit qu'il faut qu'il se soumette à la volonté populaire. Ces deux exemples, je peux vous donner des dizaines, peuvent vous montrer que l'ANR, quand on soutient pas comme ça. On soutient avec conviction et avec un programme. Et quand il faut dire non, on le disait. Alors, il nous reste 2 minutes. J'ai envie de vous poser une question sur les positions diplomatiques de l'Algérie actuellement. Vous savez qu'il y a un massacre en Palestine. Est-ce que vous estimez que ce que fait l'Algérie est suffisant ou vous pensez qu'il faut faire plus pour soutenir la cause palestinienne? Bon, globalement, sur le plan du principe, bien sûr que l'Algérie soutient la Palestine. On n'a pas à douter de ça. Nous-mêmes, en tant que parti politique, nous avons organisé plus d'une vingtaine de conférences de soutien au niveau d'Alger et même au niveau d'un certain nombre de wilaya, de l'intérieur. Mais ce que nous disons, bien sûr, tout en dénonçant les crimes perpétués contre les Palestiniens à Gaza par l'État sioniste, et nous saluons évidemment l'héroïsme des Palestiniens et leur volonté à combattre et bien sûr à faire valoir leurs droits. À côté de là, on appelle à une unité des rangs palestiniens. Peut-être qu'on était le seul parti à avoir dit aux Palestiniens il faut s'unir. Il faut s'unir, c'est-à-dire il faut dépasser les clivages internes et il faut éloigner la cause palestinienne qui est une cause juste, l'éloigner des clivages régionaux dans la région. Ce n'est pas normal qu'un mouvement palestinien soit un proxy ou un outil dans la main des Iraniens ou des Turcs, ou un autre mouvement qui soit un outil dans la main des Émiratis ou dans la main de l'État sioniste. Parce que si ça continue comme ça, cette cause juste, elle va perdre sa justesse et sa justice. Donc, ajouté à cela, bien sûr, nous avons appelé à renforcer l'aide humanitaire. L'Algérie peut faire plus en matière d'aide humanitaire, en matière de prise en charge, par exemple, des blessés palestiniens, des étudiants, donc tout ça. Et bien sûr, le travail diplomatique qui se fait au niveau du Conseil de sécurité, c'est une bonne chose, mais une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. C'est pour ça qu'on dit à l'ANR que notre diplomatie doit équilibrer. Nous devons équilibrer entre les principes fondateurs de notre politique étrangère et nos intérêts. Voilà. Et bien sûr, la solution finale pour l'ANR de ce conflit-là doit rester dans le cadre pacifique. C'est-à-dire l'initiative de paix arabe en 2002, à laquelle a adhéré l'Algérie. Non pas elle a adhéré, mais c'était à l'initiative de l'Algérie, du président Bouteflika et du roi Abdallah Allah yarhamou Fizouj. Donc, la solution pour nous, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'escalade régionale. Peut-être vous allez me poser une question sur le Yémen. Nous avons dénoncé ce qui se passe au Yémen parce qu'on considère que l'escalade, Tassaïd, ne sert pas à la cause palestinienne. Il sert beaucoup plus l'État sioniste parce que ça va alléger un peu la pression sur eux, ça va détourner le regard médiatique sur ce qui se passe à Gaza et ça va ça va impliquer les forces qui soutiennent Israël, notamment les États-Unis, dans d'autres zones de tension, notamment en Syrie, au Liban, au sud du Liban, en Irak
et au Yémen. Donc la solution, c'est revenir à la table de paix. Bien sûr, ça va nécessiter un temps. Il faut tout d'abord rétablir la construction au niveau de Gaza, les conditions humaines d'une vie digne, et puis revenir à une solution pacifique de 2 États, un État palestinien dans les frontières du 4 juin 67, avec comme capitale Jérusalem-Est, et bien sûr le droit des réfugiés et la libération du Golan syrien et des quelques mètres carrés ou kilomètres carrés qui restent occupés par l'État sioniste au sud du Liban. Eh ben, merci beaucoup Belkacem Sahi pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de vous exprimer. On aurait pu continuer, mais le temps qui nous est réparti est dépassé. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je remercie aussi à Ahmed qui m'a accompagné et je vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine, Inch'Allah. En attendant, bonne soirée à tous.